Mesdames et messieurs, chers confrères, consoeurs, journalistes, bonjour. Bonjour. Au nom du comité organisateur de cette rencontre à laquelle vous avez accepté de prendre part, c'est dont nous vous remercions de tout cœur. Il nous soit permis de vous souhaiter à tous la bienvenue au centre pastoral Lindongé. Vous le savez certainement, le gouvernement de la RDC a initié un projet relatif aux travaux de construction des logements sociaux à la Cité de la Paix Cardinal et tout, il y a quelques années, projet placé sous la responsabilité de l'Action pour la solidarité et le développement à SODEV. Suite au blocage des travaux, indépendamment de la bonne volonté des animateurs dans la gestion de ce projet, l'abbé Oswald Bagaza Bala, ambassadeur humanitaire et de la paix, venait d'être incarcéré du lundi 6 au jeudi 10 novembre 2016 à la prison centrale de Makala. Pourquoi a-t-il été incarcéré? Cette procédure a-t-elle été légale? Où en sommes-nous avec le projet de construction de logements sociaux à la Cité de la Paix, Cardinal et tout? Quel est son avenir? Voici autant de questions auxquelles M. l'abbé Oswald Bagaza Bala entend répondre aujourd'hui. Nous allons l'écouter. Juste après son intervention, ceux d'entre nous qui souhaiteraient avoir un peu plus de lumière pourront poser leurs questions à M. l'abbé. M. l'abbé, respectueusement, je vous prie de prendre la parole. Merci. L'entendre dans cette belle introduction. Je viens ici, en ces lieux, dont la symbolique est suffisamment éloquente, avec l'autorisation de la hiérarchie, faire une mise au point par rapport à mon arrestation arbitraire tout à l'heure évoquée dans la prison de Makala. Je vais vous faire lecture de cette déclaration des mises au point, après quoi je pourrai me mettre à votre disposition pour d'éventuels échanges. Cette déclaration des mises au point est ainsi intitulée « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À propos de notre incarcération à la prison de Makala, du lundi, je pense 7, au jeudi 10 novembre 2016. Pour une affaire civile consécutive au blocage intermittent des travaux indépendamment de notre bonne volonté à la Cité de la Paix Cardinal et tout, nous avons été jetés en prison au centre pénitentiaire de Makala, accusés d'escroquerie par l'un des souscripteurs dont les propos contradictoires, confèrent vidéo et textes ci-dessous en disent bien long. À cet effet, nous tenons à rassurer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, et tout particulièrement tous les souscripteurs pour achat des maisons à la Cité de la Paix Cardinal et tout de ce qui suit. 1. Le projet relatif aux travaux de construction des logements sociaux sur le site précité, initié par le gouvernement de la République et placé sous notre responsabilité, confère les arrêtés ministériels numéro 007/CAB/MIN foncière 2012 du 22 février 2012 et numéro 002/CAB/MIN/ATUH 2015 est bien connu de notre hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire de notre évêque, son Excellence Monseigneur Dominique Boulamatari, évêque de Molegbe, et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, à SENCO, confère la déclaration de son Excellence Monseigneur Nicolas Djomo, alors président de la SENCO, relayée le 6 juin 2016 sur la RTNC
sans oublier les nombreux déplacements de son éminence le cardinal Laurent Musengo, archevêque métropolitain de Kinshasa, sur le lieu. 2. Le dit projet bénéficie d'une attention particulière du gouvernement de la République. Confère la création d'une commission interministérielle placée sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en réponse aux desiderata présentés au chef de l'État par notre lettre numéro 03-ASD-BBO-AD-042-2016 relative au blocage des travaux. La plupart de ces correspondances ont été relayées sur le site de la SODEV, www.asodev.cd. Cette commission interministérielle devait siéger le samedi 12 novembre 2016 à 10h en vue de tirer ses conclusions, mais a dû reporter cette réunion à une date ultérieure suite à la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à la réunion du Conseil de sécurité prévue à la même heure au Palais de la Nation. Tous ces faits portés à la connaissance des parties concernées n'ont pas suffi pour éclairer la lanterne du souscripteur rétracteur qui nous a personnellement accusés d'escroquerie, et avec son insistance, la justice a fini par prendre fait et cause pour lui. Il nous exigeait le remboursement total et immédiat des frais avancés pour les travaux de construction d'une maison de type D sur le site de la Cité de la Paix. Il sied de préciser que son paiement effectué à tempérament durant 3 ans était régi par une clause particulière de remboursement en déant 6 mois et de l'engagement de la SODEV de trouver à sa place un repreneur de sa maison en construction. Le compromis trouvé auprès du parquet de Matete, où il a porté plainte contre nous, a fait application de cette règle. Notre refus à la demande de la partie adverse le vendredi 4 novembre 2016 d'apurer sans délai le solde nous a valu le lundi 7 novembre 2016 un mandat d'amener au motif pour escroquerie. Allez-y comprendre quelque chose. Et de là, notre audition sommaire suivie de notre arrestation et le transfert le même jour à la prison centrale de Makala. Chronologie des faits. En date du 20 décembre 2013, notre accusateur souscrit pour une maison de type C pour un contrat de 10 ans. Lors d'une visite sur le site et appréciant les avantages des maisons type D, il changera d'option pour souscrire à une maison de type D1, ce qui implique des frais supplémentaires qu'il apurera le 13 février 2014. Par la suite, notre accusateur nous approchera pour obtenir notre autorisation de constituer un dépôt à tempérament pour ne pas dilapider ces entrées qui proviennent souvent des frais d'émission en attendant le démarrage des travaux. Concession qui lui fut faite de bonne foi. Malheureusement, vers fin mars, nous étions obligés, vers fin 2015, au vu de ces versements, nous l'avons informé qu'il était éligible pour la version cash et pourrions démarrer les travaux de construction de sa maison dès que les conditions le favorisaient. Malheureusement, vers fin mars, nous étions obligés de suspendre les travaux sur instruction de l'hôtel de ville afin d'attendre la fin de l'opération de déguerpissement des occupants anarchiques. Cette information fut également portée à sa connaissance ainsi que de celle de tous les autres souscripteurs. Après plusieurs rendez-vous manqués, nous avons pu l'amener sur le site pour constater le démarrage effectif des travaux de construction de sa maison, et voici l'essentiel de sa déclaration à la presse au terme de cette visite. Nous citons: « J'ai fait la visite et je félicite beaucoup la qualité du travail qui a été fait. Je remercie beaucoup M. l'abbé Bagaza et Asodev pour ce travail qui a été fait et nous demandons effectivement à tout le monde de faire confiance et de venir pour profiter de l'occasion qui nous a été offerte d'avoir ne serait-ce que chacun une maison à moindre coût
j'ai été témoin, je suis moi-même souscripteur, je suis suffisamment payé et je ne regrette pas en fait. Je suis directeur à la SNEL et le problème d'électrification ne va pas se poser. Fin de citation. Le lendemain, notre souscripteur nous appellera avec insistance pour lui indiquer la banque où il peut effectuer le prochain paiement. Quelques jours après, il s'envole pour l'Europe et de là, il nous demande notre adresse mail pour nous faire parvenir les preuves de paiement. Curieusement, au bout de plus ou moins 2 semaines, il nous appellera pour nous informer de sa décision de rompre le contrat au motif qu'il ne croit pas au projet. Notre tentative de le faire venir à la raison se sont avérées vaines et avons concédé à ses desiderata en le conviant à se présenter au bureau pour enclencher le mécanisme de remboursement comme bien défini et rappelé dans le communiqué à la disposition des souscripteurs irrélatifs. Nous lui avions même trouvé des repreneurs à sa place, contrairement aux clauses de remboursement sus-évoquées, mais cela n'était pas suffisant. Malheureusement encore, tout se dégénérera et partira de sa volonté unilatérale au lendemain de son désistement de se faire rembourser la totalité de sa mise, à défaut de la moitié avec un échéancier ferme et court de remboursement de mise sans contrainte à tempérament pendant 3 ans à sa propre demande, alors que les travaux de construction de sa maison ont démarré et se poursuivaient normalement. Il est à noter que les clauses de remboursement stipulent que tout remboursement se fait selon la disponibilité de la trésorerie et par un repreneur. Il n'arrêtera pas de brandir toutes sortes de menaces et autres chantages pour forcer notre main. C'est ainsi qu'il portera plainte contre nous au parquet général près la cour d'appel de Matete, où nous avons été convoqués et avons fait notre déposition comme si haut indiqué, au grand étonnement du procureur général et de l'avocat général, instructeur du dossier, consécutivement aux pièces versées, dont les CD vidéo de son interview que je viens de lire tout à l'heure là. Le compromis a été de se séparer à l'amiable par le remboursement échelonné en 6 mois. Il était aussi convenu que nous effectuions une descente sur le site avec l'avocat général, instructeur du dossier, pour constater l'effectivité des travaux de construction de sa maison avant de clôturer le dossier. Pour prouver notre bonne volonté, un premier acompte a été versé en date du 20 octobre 2016 auprès du même parquet avec un échéancier mensuel périodique à partir de fin novembre. Ce montant représentait les 74% de ces acomptes de la première année de paiement. Le 30 octobre 2016, nous avons rappelé l'avocat général pour la descente sur le site et il nous a renvoyé à 48 heures plus tard. Le 2 novembre 2016, nous revenons à la rescousse, mais l'avocat général nous fera constater l'inutilité de ce déplacement, d'autant plus que le contrat a été résilié et que nous avons déjà entamé le remboursement. Le 4 novembre 2016, nous recevons un coup de fil de l'avocat général vers 7h30 avec un ton très sérieux, nous exigeant de chercher par tous les moyens à apurer le solde à défaut de subir un mauvais sort et faire face à une avalanche de procès contre nous. Nos vaines tentatives d'exprimer notre étonnement face à ce virage à 360 degrés que prenait le cours du procès n'ont eu raison de sa volonté de couper la communication et lui avons adressé ce SMS, nous citons. Bonjour, monsieur l'avocat général. Votre numéro ne passe pas. Merci de votre appel de ce matin et de toute la bienveillante sollicitude dont vous avez fait montre. Je prends acte de toutes les menaces et autres conséquences néfastes que vous présumez peser sur moi. Et comme vous dit, je vais m'en remettre à la même autorité publique qui m'a confié cette mission, qui en suit les péripéties à toutes fins utiles.
Bien cordialement et bonne journée. Fin de citation. Ce SMS a été aussi transféré au conseiller du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui coordonne le collège d'experts de la commission interministérielle. D'ailleurs, il est présent ici, vous aurez l'occasion de le découvrir. Le lundi 7 novembre, 2 éléments de la police nationale congolaise se présentent au couvent, nous trouvons assis sous la véranda avec un mandat d'amener signé le même 4 novembre avec comme motif inculpé pour escroquerie. Tous les efforts de mon évêque pour démontrer l'impossibilité de nous ramener en requalifiant les faits et en brandissant certaines immunités dont nous étions couverts se sont avérés vains et nous avons pu être conduits au parquet général. Aussitôt arrivés, nous avons été gardés à vue comme un malfrat. Après l'arrivée du plaignant, nous avons été convoqués pour une première confrontation au cours de laquelle il a tenté de nier ses déclarations. Subvertige dont il s'était servi pour étayer son accusation d'escroquerie. Aussi rocambolesque que cela pouvait paraître, nous avons exprimé notre indignation à l'avocat général en lui signifiant que les dés étaient déjà jetés dans une parodie de justice, que nous tenions au compromis trouvé avec le parquet à ce sujet et à ne s'en tenir qu'à notre première déposition. Position que nous avons tenue ferme malgré les intimidations et autres pressions pour accéder à leur injonction et comme l'on pouvait s'y attendre, c'est vers 17h que nous avons été conduits à Makala. La farouche détermination de notre hiérarchie avec notre évêque, son Excellence Monseigneur Dominique Boulam-Atari, a fini par avoir raison et obtenir notre libération le jeudi 10 novembre 2016. Où se trouve l'escroquerie? Conclusion. C'est de tout cœur que nous tenons à remercier notre évêque, son Excellence Monseigneur Dominique Boulam-Atari, évêque de Molegbe, ainsi que des personnes de bonne volonté qui se sont investies pour que nous recouvrions notre liberté. Nous tenons à rassurer les souscripteurs de la bonne continuité du projet et demandons à tous ceux qui s'inquiètent légitimement sur notre sort de s'apaiser. Quant à nous, nous demeurons constamment préparés à la lumière de cette parole du Christ. Les disciples n'est pas au-dessus du maître. Luc 6, 40. Et de l'exhortation de Saint Paul. Nous citons, ma grâce te suffit. Ma toute-puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je ma fierté plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fin de citation. Au regard de tout ce que nous venons de vous expliquer, les faits commis par nous au nom de notre association n'ont aucun caractère infractionnel. D'abord, ayant agi au nom et pour le compte d'une personne morale, celle-ci ne peut commettre d'infraction au nom de la règle societas non delinquere potes. Par rapport à nous-mêmes, il a été démontré que les engagements pris au nom de l'association ne constituaient ni l'élément matériel ni l'élément moral de l'infraction. Nous nous référons à Monsieur le ministre de la Justice et au procureur général de la République pour qu'un dossier judiciaire soit ouvert à charge de ceux qui ont commis des infractions à la faveur de l'instruction du dossier ouvert au parquet général près la cour d'appel de Matete sous le RMP 76-78. En effet, notre arrestation étant illégale, les auteurs ont commis l'infraction prévue et punie par l'article 67 du Code pénal congolais, livre 2. Il y a lieu donc d'apprendre aux autorités judiciaires que toute arrestation qui ne respecte pas la loi, en concurrence article
27 du Code des procédures pénales n'est pur qu'un enlèvement. L'impunité dans ce cas d'espèce discréditera nos institutions et continuera à décourager la libre entreprise. Que la très sainte Vierge Marie, Mère des douleurs et Reine de la paix, obtienne pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur et Prince de la paix, le rétablissement de la paix sociale perturbée. Fête à Kinshasa, le 25 novembre 2016. Abbé Oswald Bagazabala, j'ai dit et je vous remercie. Merci à M. l'abbé. Mais néanmoins, vos questions sont les bienvenues. Qui, selon vous, peut expliquer qu'une affaire en justice qui peut aboutir à une entente à l'amiable, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, tout comme qui peut prendre le temps de pouvoir aboutir en faveur ou en défaveur de quelqu'un, et basculer forcément contre vous. À quel moment les choses ont-ils pris cette direction? Et puis, peut-on avoir de votre part l'éclairage sur aujourd'hui ce projet? Il vous est parvenu comme animateur comment? Comment se présente à ce jour ce projet? Est-ce que c'est toujours le même projet, la même étendue? Combien de maisons à ce jour sont déjà, combien de souscripteurs sont à ce jour enregistrés? Combien de maisons construites? Et est-ce que la viabilité du projet continue? Mais pardon, Hortense Billet, RTNC2. Vous avez fait allusion à l'arrestation arbitraire. Alors, selon vos explications, je n'ai pas su comprendre à quel moment ça a été arbitraire, parce que là, de votre côté, c'est comme si vous êtes un peu dur par rapport à la loi, quoi. Parce que selon vos explications, j'ai comme l'impression qu'ils ont suivi tout le processus normal pour arrêter. Alors, à quel moment intervient cet aspect de l'arbitrage? Je comprends. Et tout ramasser. Pourquoi et à quel moment il y a ce virage-là? Pourquoi je peux expliquer ça? Je pense que ça ramasse déjà la préoccupation de Mme Billet. Vous constatez que j'ai parlé même dans mon exposé d'un virage à 360 degrés. J'ai été amené à Makala. Ils sont venus me prendre avec un mandat d'amener, au motif je suis inculpé pour escroquerie. Là, nous sommes déjà au pénal, alors qu'il s'agit d'une affaire civile. Et une affaire civile qui a été présentée, comme je vous l'ai dit là. Le souscripteur, vous avez suivi tous les récits. Il est passé au parquet, c'était pour obtenir mon arrestation. Le parquet a préféré quand même m'approcher. Et je suis allé librement. J'ai fait ma déposition et le parquet a trouvé que j'étais plutôt dans le bon sens. Et on a trouvé le compromis au parquet et nous avons commencé à faire le remboursement au niveau du parquet d'après un échéancier arrêté parce que nous sommes dans un projet à caractère social. Les clauses sont claires. En cas de désistement volontaire, le remboursement se fait en tenant compte de la disponibilité de la trésorerie comme ça se fait d'habitude. Où les souscripteurs nous amènent un repreneur et on trouve un arrangement. Et lui, il a payé à tempérament sur sa demande. Parce qu'il y a, je vois même la délégation de la DGD et d'autres souscripteurs sont ici. Le projet est en cours d'évolution. Attendez, je vais en arriver là. Et nous avons prévenu les souscripteurs qu'il y avait un seuil auquel on devait s'arrêter. Mais lui, pour ne pas dilapider sa mise, il est venu solliciter de faire un dépôt à tempérament chez nous. Et nous avons accédé à cette demande-là. Et nous sommes revenus vers lui pour lui savoir qu'il avait déjà atteint la moitié de la valeur de sa maison. Et chez nous, quand on atteint la moitié, on entre dans la version cash. Dans la version cash, on donne d'abord 50%, et puis 30% après les grosses œuvres et 20% à la fin de travaux.
et nous sommes mis d'accord, on l'a invité sur le site. Il a assisté au démarrage des travaux et il a fait cette déclaration. Quand nous avons fait cette déposition au niveau du parquet, mais ce n'est pas possible. Bon, je vous rappelle même la blague que le PGA a faite ce jour-là, dit, mais vous savez, monsieur l'abbé, quand ça n'allait pas entre Mobutu et Tshisekedi, vous avez dit, la collaboration n'est plus possible, il faut se séparer. Vous dites, non, mais c'est ça, nous avons déjà accédé à ça, mais il a fait sa mise, son paiement à Taprement pendant 3 ans, il nous exige de lui rembourser en moins d'1 mois et même au même jour. Alors qu'on a tout engagé et on construit déjà sa maison. Voilà, on s'est mis d'accord, ils ont dit, bon, comme vous ne vous attendez pas, commencez à faire le paiement ici. Et nous avons planifié les paiements, comme je l'ai dit ici. Le premier paiement représentait les 74% de ces paiements de la première année. 2 semaines après, alors qu'on attendait la prochaine échéance, il est arrivé ce qui est arrivé. Nous avons été convoqués, vous avez suivi. Bon, nous, on ne comprend pas. Apparemment, les parquets étaient très ouverts, très conciliants. On avait convenu avec le parquet de descendre sur le site pour constater quand même l'effectivité des travaux avant de clôturer le dossier. À la première invitation, l'avocat général s'excuse. À la deuxième invitation, lui-même clôt le dossier et dit ça ne vaut plus la peine parce que vous avez déjà commencé à rembourser et vous avez résilié le contrat. Et 24 heures après, il m'appelle au téléphone, il ne me convoque pas au parquet, mais il m'appelle au téléphone, même c'est en dehors des heures de surface. Je ne sais pas si à 7h30 il était déjà au bureau pour me faire subir ces menaces-là. Il ferme le téléphone et c'est le même jour, parce que c'était un vendredi, il émet le mandat d'amener. Le lundi matin, je me retrouve avec un mandat d'amener inculpé pour escroquerie. Il y a réqualification abusive des faits. Et je suis arrivé au parquet directement en état d'arrestation. En attendant que l'autre partie arrive, on fait la confrontation. Après la confrontation, on m'oblige de payer. J'ai dit, je ne le fais pas. Et c'est ce qui a valu mon arrestation. Voilà un peu comment on en est arrivé là-bas. Et Madame Bille, je ne suis pas dur, mais c'est la loi. Et la loi est toujours dure. À moins que vous nous dites que je suis en train de contredire la loi. Voilà. Pour ramasser l'essentiel du projet avec notre ami Dona Madimba, comme dit dans cet exposé, ce projet a été initié par le gouvernement de la République. Vous le savez, depuis un certain temps, j'ai été désigné ambassadeur humanitaire de la République de commun accord avec ma hiérarchie. Et j'ai été mis à la disposition du gouvernement par rapport à tout ce qui est socio-humanitaire. C'est dans ce cadre que ce projet a pris corps. Comment ce projet est-il parti? Vers les années 2006, à la faveur de la relocalisation des déplacés de guerre qui étaient dans le site de Sikotra, Ngadamoso, vous avez à un certain moment, on les avait déguerpis, il fallait les relocaliser. Le gouvernement, de sa propre initiative, a créé un lotissement dénommé Bono, vers Mokali. Et les déplacés de guerre ont été dirigés vers nous comme partenaires des organismes pour voir dans quelle mesure on pouvait leur obtenir des financements. Nous avons approché ces organismes et ils nous ont fait savoir que les conditions socio-économiques de ces déplacés de guerre sont les mêmes que celles des habitants du milieu de leur réinsertion. Par rapport à leurs critères d'intervention, ils ne peuvent pas construire un petit îlot pour constituer des ghettos de nécessité. Ils pensent que le gouvernement peut créer une nouvelle cité moderne pour désengorger les centres-villes. Et ça leur donnera des opportunités pour intervenir. Ils ont toujours attendu ça, cela n'est jamais venu. Et nous avons saisi là-bas le bon. Au départ, c'était 32 hectares. Et on est passé de 32 à 300 hectares. C'était les négociations c'était vers fin 2006. 2007, le 6 précisément, le cardinal Echu rendit l'âme. Et dans les tractations pour l'immortaliser, on pensa
à lui dédier cette cité parce qu'il s'occupait beaucoup des nécessités autres déplacées. Voilà comme ça s'est fait. Et cette concession a été mise à notre disposition par l'hôtel des villes. À l'époque, c'était l'amiral Liwanga. Et comme s'engageait déjà un prince de l'église, Monseigneur le nonce apostolique, et au nom du Vatican, et Monseigneur Kessenge, désigné par Monseigneur Landou, alors administrateur diocésain, ont pris part à la cérémonie de dévoilement de la stèle à l'effigie du cardinal et tout. C'était le 24 février 2007, ça coïncidait avec le 40e jour. Nous avons commencé la cérémonie là-bas et nous sommes revenus ici. Dès lors, nous avons été chargés de mobiliser le financement par rapport au projet de logements sociaux. Il y avait un comité interministériel composé de plusieurs ministères et chapeauté par le ministre des Affaires sociales. À l'époque, c'était Ferdinand Kambere. Nous avons fait beaucoup de missions à l'étranger. Et la dernière, c'était en Afrique du Sud, où on a signé avec la Liberty Property, qui devait construire 2000 logements, et le coût global était de 777 millions. Il fallait que le gouvernement avance un accord de 163 millions de dollars pour démarrer le projet. Nous sommes revenus. La présidente avait même accepté d'hypothéquer des carrés miniers, mais vous savez toujours, avec les restrictions des institutions de Bretton Woods, on ne pouvait pas aller au-delà. Et on m'a lancé une blague. On dit, mais monsieur l'abbé, ce sont les missionnaires qui ont construit ces pays à moindre coût. Ne pouvez pas nous aider à trouver une solution pour démarrer quelque chose à la portée de toutes les bourses. C'est comme ça que nous nous sommes mis au service avec différents partenaires pour faire le montage qui constitue déjà les substrats du projet Cité de la Paix Cardinal et tout, moyennant certaines facilités administratives que le gouvernement devait accorder. Et ce projet a été ouvert à tout le monde pour faciliter l'émergence de la classe moyenne. D'ailleurs, la plupart des déplacés de guerre n'étaient pas éligibles. Ils avaient même opté pour leur retour et ils sont presque pour la plupart partis. Et ce projet a été ouvert pour tout le monde. Nous avons mobilisé beaucoup de financements, ressources à travers le monde. Nous avons été pénalisés. Si le projet a pris du retard, c'est par rapport à certains retards du côté du gouvernement par rapport à ses engagements. D'abord, c'est une première expérience. Il n'y a pas une loi à la matière. Et il fallait parfois adapter certaines lois pour essayer un peu de s'en sortir. Et ce qui nous a bloqué, c'était d'abord pour l'obtention de l'autorisation de bâtir. Ce projet a été conçu en Pologne. On le trouvait tellement chimérique avec les coûts que nous avons proposés. Et là, nous avons été interpellés par son Excellence, Monsieur le ministre de l'ITP à l'époque, Cacheus. Il nous a exigé de faire d'abord les maisons témoins pour qu'il se rende compte qu'on rentrera dans le coup. Ce qui a été fait. Il est allé, il a apprécié, moyennant ses recommandations, il a accepté d'accorder le permis de Corée. 2 jours après, c'était le démarrage des concertations. Tous les ministres étaient démissionnaires. Le gouvernement était annoncé pour 2 semaines, nous avons pris 18 mois. Le temps qu'ils se mettent en place, que le gouvernement, et après les concertations, les ministères de l'urbanisme étaient scindés de celui des ITPR. Il y a eu un nouveau ministre des Affaires foncières qui a pris plus ou moins 10 mois pour restructurer les affaires foncières qui sont passées de 5 à 17 circonscriptions. Pendant que sa restructuration était en application, il y a eu les événements, les phénomènes G7, il a été débarqué. Son successeur a tout abrogé. Il a aussi tout repris. Pendant qu'on était en contact pour finaliser, il est aussi suspendu. Vous voyez, cette chaîne de continuité, ça nous a pénalisé pour délivrer parfois des contrats aux souscripteurs. Ils commençaient à s'en plaindre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'autorisation des bâtis ne nous a pas encore. Il y a eu parfois des remous au niveau de ce, mais nous avons tenu à leur faire comprendre ça. En dehors de ça, nous avons eu des phénomènes d'occupation anarchique. Des occupants anarchiques sur le terrain.
et ça ne permet pas d'évoluer parce que nous avons mobilisé des partenaires qui sont arrivés, viennent avec les financements, mais ils ont des conditions préliminaires qui demandent l'autorisation de bâtir, la sécurisation du lien, ainsi de suite. Si bien que ces informations commençaient à filtrer. Il y a même des plaintes qui étaient portées contre nous. La Sénéco a déposé, a dépêché une enquête sur le terrain. La BH Santé des Cholet sont arrivés au mois d'avril. Ils ont constaté les faits en notre faveur. Ils ont fait le rapport à l'hiérarchie. Et au mois de juin ici, avant la plénière, le président de la Sénéco lui-même est descendu sur le site. Il a constaté que nous étions pleinement dans notre droit. Et ça, c'est pas un secret, il a appelé le chef de l'État qui était en conférence de gouverneur avec le gouverneur de l'autre côté du marché. J'ai été orienté vers le DICAB. Le DICAB m'a reçu, il m'a demandé d'écrire. J'ai tout écrit et il y a eu vraiment suivi immédiat parce qu'on a constitué une commission interministérielle avec au moins 8 ministères qui peuvent trouver solution à ce problème. Et c'est le conseiller ici présent qui a coordonné cette commission des experts. La commission a fait son rapport circonstancié acquis de droit. Et le vice-premier ministre a convoqué une réunion interministérielle, c'était le samedi évoqué la 12, pour sortir ses conclusions. Malheureusement, il y a eu la réunion du Conseil de sécurité d'État. Il était la cour des chefs de l'État. 2 jours après, il y a eu des missions du gouvernement. On attend le nouveau gouvernement pour qu'on puisse siéger là-dessus. Tous ces faits ont été portés à la connaissance de tous les souscripteurs. Je vais évoquer encore un fait, vers le mois de mars. L'hôtel de ville nous écrit pour nous dire qu'ils ont effectivement constaté que nous avons raison et on doit sortir déguerpir tous les occupants anarchiques et nous devons suspendre les travaux sur le site en attendant cette opération. L'opération a commencé à dégénérer et nous avons dû attendre plus ou moins 5-6 mois pour reprendre le travail. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une sorte de forcing. Parce que si on entendait tout ce qui devait venir du gouvernement, on traînerait les pieds jusque-là. Et voilà, nous avons évolué, nous avons terminé les maisons témoins agréées par le gouvernement, il y en a une dizaine. Nous avons fini toutes les études de faisabilité. Nous avons même mobilisé le financement, vous avez suivi dernièrement ici. Il y a la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique qui est venue pour financer le projet à concurrence de 50 millions de dollars sans intérêt si le gouvernement atteste le caractère social du projet et si la représentation pays Banque mondiale confirme ça par écrit. Et ce montage a été fait grâce au partenariat avec la DGDA. Vous savez, nous avons que des banques commerciales ici. Et les banques commerciales n'accordent pas de crédit. Et notre montage est fait de sorte que tous ces intérêts ne puissent pas être indexés sur le coût unitaire des maisons, de sorte que les bénéficiaires puissent finir en paix. Mais la commande de la DGDA est tellement importante et vu la crédibilité de l'entreprise, tous les partenaires ont pris la commande de la DGDA comme support de remboursement et ça couvrait tous les autres partenaires. Donc, de notre côté, nous avons presque tout mobilisé. Et on attend les partenaires. Et ce projet a été plébiscité le meilleur, parmi les meilleurs dans l'espace francophone. Des documents sont là. Je viens même de l'île de la Réunion, à la 49e conférence des réseaux francophonie habitat. Depuis longtemps, oui, mais dans ceux qui sont en Europe, dans les logements sociaux, on n'est que dans les locatifs. Mais il faut aller dans l'intermédiaire. Les locatifs, vous voyez, ceux qui payent, mais c'est plus que ce que nous faisons payer ici pour être au finish bénéficiaire. Nos paiements vont de 100 et quelques à presque $800 par mois, jusque sur 15 ans. La maison est terminée, vous vous occupez à la fin, vous êtes bénéficiaire. Et ce projet a attiré l'attention de pas mal de partenaires et d'autres investisseurs. Mais le gros d'étranglement, c'est ici pour harmoniser certaines choses. C'est comme ça que le gouvernement, comment je fais, parce que le gouvernement a pris en considération toutes ces préoccupations et on était au point d'aboutir et de chuter. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Bon, vous pouvez chercher les raisons comme moi ailleurs parce que c'est irrationnel tout ce qu'on est en train de vivre ici. C'est vraiment irrationnel tout ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 1600 souscripteurs. Non, plus ou moins 500 sont en ordre. Et autre solution, l'asphaltage de l'avenue Ndjoku. Les gens n'y croyaient pas, mais nous avons quand même fait un plaidoyer fort.
Et on doit remercier aussi les autorités parce que vous voyez au centre-ville, certaines avenues sont dans un état défectueux et que la périphérie là-bas puisse être asphaltée, c'est déjà quelque chose. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons approché la JICA et les contacts sont très avancés pour ouvrir le corridor ouest-est. À partir de la gare de Kimwenza, quand vous venez du Bas-Congo de l'UPN, vous pouvez accéder à l'aéroport d'Ndjili en moins de 30 minutes en passant par la Cité de la Paix et vous accédez à Mongafula, Lemba, Matete, Kinseso, Ndjili sans devoir emprunter bypass et Lumumba. Nous avons fait déjà une mission de reconnaissance avec la JICA, la cellule des infrastructures, et c'est à leur niveau pour transmettre les dossiers acquis des droits. Et la Cité de la Paix, sans trop de prétention, mais deviendra désormais le centre giratoire le plus important de la capitale. À partir de là, par Ipen, vous arrivez là où vous voulez. Par Ndjili, vous arrivez où vous allez. Par Lemba, ainsi de suite. Donc, et la proximité de l'aéroport avec le développement de la partie Est pourra encore apporter d'autres avantages et d'autres bénéfices. Je pense que je assez suffisamment ramasser vos préoccupations. Si ce n'est pas le cas, je vais toujours me faire compléter. Donc, du côté promoteur associatif que nous sommes que sous le qui-vive pour attendre un déclenchement du côté du gouvernement pour telle facilité, telle autre facilité, et ce parti. Et je pense que si le conseil se le permettra, il est bien imprégné des dossiers, il pourra même conclure avantageusement. Merci. Merci, monsieur l'abbé. À moins que l'avocat me complète. Tout ce que monsieur l'abbé a dit est vrai. Mais par rapport, n'est-ce pas, aux faits qui ont conduit monsieur l'abbé à la prison, je suis avocat il y a bientôt 22 ans. Et de ma mémoire d'homme, je sais que les faits qui sont reprochés à M. l'abbé sont des faits purement civils. Et M. l'abbé vous a dit ici qu'il y a des mécanismes, n'est-ce pas, de règlement entre parties au cas où le souscripteur qui est considéré comme partenaire à la SODEV ne trouve plus son compte dans le projet. Je voudrais également préciser que le plaignant, celui qui a déposé plainte devant la cour d'appel de Matete, a été en contact avec nous par le biais de son avocat conseil. Il avait formellement écrit et nous avons également réservé une réponse, n'est-ce pas, à son avocat conseil en lui tendant la main, bien sûr dans la logique, n'est-ce pas, de règlement à l'amiable que le contrat, nous l'avions toujours proposé dans le contrat. Mais il s'est fait malheureusement que, au lieu de suivre la procédure qui est indiquée dans le contrat, le plaignant est allé au-delà en utilisant certainement ses relations dans certains milieux et qu'au-delà de ces relations, on a dû exploiter la plainte dans un sens comme dans un autre en lui donnant une certaine connotation purement pénale. Et la suite des événements, je crois que a fini par donner raison à M. l'abbé parce que à l'analyse des faits, on ne sait pas dire avec précision, sauf si on nous demandait de rentrer encore sur le banc des études pour revoir la matière de droit que nous avions apprise. Je ne sais pas, s'il y a 24 ans, 25 ans, le droit a changé, mais si le droit reste droit, tel que science que nous avions apprise à l'université, je crois que passer des faits pénaux, faits civils aux faits pénaux relève de la magie. Et cette magie-là, personnellement, j'ai assisté à cette démonstration magique le jour où M. l'abbé a été bel et bien arrêté. J'ai assisté à cette démonstration magique. Comment le magistrat est passé, n'est-ce pas, des faits purement civils aux faits pénaux, c'est ça de la magie. Et je crois que nous n'allons pas nous arrêter à mi-chemin, le combat est encore long et nous allons continuer à porter nos gants pour continuer à nous battre. Si nous sommes, si le droit congolais ou la justice congolaise nous dit au finish que vous avez tort, nous allons nous incliner.
Mais si, à la fin, on nous dit que non, voilà, monsieur l'avocat, vous avez pleinement raison, nous dirons tout simplement que le magistrat instructeur ainsi que sa hiérarchie, parce qu'on nous a toujours parlé de la hiérarchie, on nous a parlé maintes fois de la hiérarchie quand M. l'abbé est en détention, mais nous ne savons pas de quelle hiérarchie s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit du procureur général de la République, ou du moins celui-là n'a pas été contacté pour qu'on puisse utiliser abusivement, n'est-ce pas, son nom dans le dossier. Mais néanmoins, cette hiérarchie, on nous le dira au temps opportun lorsque le dossier qui pour nous continue encore, n'est-ce pas, à être traité. Le jour où le dossier sera fixé quelque part, soit à notre initiative ou à l'initiative d'autres parties, nous pourrons exactement savoir qui est cette hiérarchie qui était derrière le dossier. Mais je vous dirai également que lorsque j'ai lu l'ordonnance de main levée qui a été prise par l'autorité, n'est-ce pas, de l'autorité judiciaire du parquet général de Matete, j'ai lu et je m'attendais à une motivation de cette ordonnance. Mais je voudrais également, pour terminer, dire que avant même que M. l'abbé soit arrêté, les faits étaient déjà qualifiés. Donc avant qu'il soit auditionné par le magistrat, le fait était déjà qualifié. Et c'est là, je crois, que dénote tout. La suite, vous comprendrez que la suite ne pouvait être que, n'est-ce pas, le résultat des prémices. Comme les prémices étaient déjà mauvaises, la suite ne pouvait être que mauvaise. Et c'est ce que nous déplorons pour la justice congolaise, je dis. Merci. D'ici là, bon, en fait, il y a eu simplement la chute du gouvernement, mais d'ici là, en tout cas, on va toujours mettre la main sur les projets de manière à ce que ça puisse avancer. Merci. Voilà, merci.